Alors pourquoi l'histoire des fouilles de Pompéi constitue un cas si particulier? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est reconstituer, et c'est en cela que c'est tout à fait exceptionnel, l'histoire et la forme d'une ville entière. On est à une échelle urbaine, ce n'est pas l'étude d'un monument, d'un édifice, mais c'est l'étude d'un ensemble de bâtiments qui constituent une ville suspendue dans son état quotidien par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Alors cette histoire, elle est jalonnée de plusieurs périodes de fouilles, des rythmes, et c'est en cela que c'est aussi assez passionnant, parce que bien évidemment, quand on s'intéresse à l'archéologie de Pompéi, on essaie de retracer l'histoire d'une ville antique, mais on peut aussi essayer de retracer l'histoire d'hommes qui ont bien sûr contribué à construire cette ville, ça c'est pour l'époque romaine, mais l'histoire des hommes qui ont contribué à la fouiller, à la découvrir, à la faire connaître, et c'est finalement ce double écho qui m'intéresse tout particulièrement. Alors pour dresser quand même un peu ces jalons, le site en fait tombe dans l'abandon. Après l'éruption du Vésuve, on sait à l'époque romaine qu'il y a eu, alors déjà à ce moment-là, des fouilles, du moins de la récupération de matériaux qui ont déjà été lancés par le pouvoir romain, par l'empereur Titus. Et peu après, à l'époque médiévale, en fait, ce qui reste simplement, c'est cette colline qui a été ensevelie par les lapillis du Vésuve. Donc Pompéi se trouvant donc sur les pentes du Vésuve à une dizaine de kilomètres. Et donc on avait simplement cette configuration qui va lui donner le nom de la Civita de la colline, la cité de la colline, quand elle va commencer à être fouillée. Mais on ne sait pas que c'est encore Pompéi. À la fin du XVe siècle, il va y avoir une première opération, mais qui n'a rien à voir avec des fouilles. C'est la percée d'un canal pour le compte du Sarno, qui voulait capter les eaux du fleuve qui passe en contrebas de Pompéi, le Sarno, pour approvisionner ces moulins qui se trouvent non loin du site antique, sur la ville actuelle de Torre Annunziata. Donc il va y avoir cette grande opération de creusement qui sera d'ailleurs un projet inavorté et qui va en fait de fait transpercer les ruines. On le voit encore aujourd'hui quand on se promène sur le site archéologique, on voit ce canal. Mais donc ils vont bien voir qu'il y a des vestiges antiques, s'interroger, c'est l'architecte Domenico Fontana qui est chargé de cette construction, mais ce n'ira pas plus loin que cela en fait, au-delà de donc, ces découvertes plutôt fortuites en fait, où on voit bien qu'il y a une présence de vestiges antiques, mais ce qui ne saurait surprendre non plus dans la Campanie antique, et puis pour des architectes qui étaient aussi très régulièrement confrontés à la découverte de vestiges quand ils réalisaient des chantiers. Et finalement, donc, la première grande découverte, alors ce n'est pas Pompéi, c'est d'abord Herculanum. En 1738, à l'occasion de travaux agricoles, le creusement d'un puits, on tombe sur les premiers vestiges à Herculanum, ça va être d'ailleurs le théâtre d'Herculanum. Alors Herculanum, sont des conditions de fouille qui sont beaucoup plus difficiles. On est à une petite vingtaine de kilomètres de Pompéi en allant vers Naples, parce que Herculanum a eu des conditions d'ensevelissement assez différentes. C'est vraiment une gangue de boue éruptive qui a mélangé à la fois le flux pyroclastique du Vésuve et de la terre qui s'est arrachée, qui sont donc consolidées et qui constitue vraiment une gangue extrêmement dure à creuser. Il faut vraiment, c'est au pic, et c'est vraiment des opérations, c'est vraiment aussi presque un chantier de construction et de déblaiement que d'arriver à dégager les vestiges. Donc malgré tout, il y a ces premières opérations à Herculanum, et en 1748, 10 ans plus tard, la découverte de Pompéi. Alors on est à peu près au cœur actuel de la ville actuelle. Là aussi, une découverte liée à des travaux agricoles. Mais là, très vite, on comprend qu'on est face à une ville et c'est plus facile de fouiller parce qu'en fait, Pompéi a été recouverte par ces micro-pierres-ponces qu'on appelle les lapillis, qui sont beaucoup plus faciles à dégager, beaucoup plus légères. Donc, du point de vue de la manutention, de l'entretien, les opérations seront beaucoup plus faciles à mener, ce qui fait qu'assez rapidement, l'attention va se détourner d'Herculanum vers Pompéi, ces fouilles étant menées, orchestrées même je dirais, par la royauté de Naples, Charles de Bourbon, qui donc fait mener ces fouilles et qui bien évidemment aussi récupère les objets qui en sont issus pour alimenter ces collections royales qui sont initialement conservées dans ce qu'on appelle la Reggia, donc le palais royal de Portici,
Porticci, qui se trouve à peu près à égale distance entre Naples et Pompéi. Et donc c'est là qu'il va donc entreposer ces objets qui auront été donc découverts dans les cités du Vésuve. Ce qui change aussi, alors là, par rapport à l'histoire de l'archéologie, et puis même, je dirais, à l'histoire européenne, par ces découvertes qui vont s'intensifier tout au long du XVIIIe siècle, Naples devient à ce moment-là aussi, avec les cités du Vésuve, une capitale de l'archéologie et une capitale culturelle. L'attention qui était complètement centrée sur Rome au départ se déplace vers la Campanie avec cette découverte totalement exceptionnelle qui change le regard, qui est la découverte d'être confronté pour la première fois à une ville conservée dans tous ses éléments, figée, et une ville dont on peut extraire les objets qui correspondent à cet état suspendu par l'éruption du Vésuve. Alors je vais détailler un petit peu les conditions de ces premières fouilles menées à Pompéi. S'il faut restituer le système, il faut penser plutôt à un système de galeries opéré dans le système minier. En fait, les fouilleurs ne vont pas dégager les vestiges dans un premier temps. Ce qu'ils vont faire, c'est des percées, comme des puits. Donc, ils vont descendre vers les structures à dégager, avec un puits donc, en vertical, et ensuite se ramifier pour aller dégager donc, les structures et surtout remonter par ce système de puits les objets. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment à un système de galerie minière. De fait, du point de vue de l'organisation et de la logistique, la direction des fouilles a été confiée à des ingénieurs militaires et le premier d'entre eux, Joaquim de Alcubierre, était un ingénieur qui avait d'abord fait carrière dans la gestion et le suivi des mines. Donc il y a vraiment cet enjeu logistique d'arriver à creuser dans les sédiments, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écroulement non plus, ça restait des opérations assez périlleuses. Et c'est ainsi qu'on va commencer à dégager. Alors malgré tout, ils arrivent à faire des relevés, à capter les éléments qu'ils décrivent. Il y a donc des descriptions assez riches, des plans, des dessins, mais on a les objets et les édifices, une fois qu'ils ont été découverts, tout est réenseveli. Et c'est ce système qu'on appelle le système en italien des cuniculi, donc ce système de galeries souterraines ramifiées qui permet d'appréhender la ville, mais vous l'imaginez bien, de façon très partielle et très fragmentaire. Un changement s'opère et il est double. À partir du début des années 1760, première découverte, c'est celle d'une inscription, donc non loin, vers le nord-ouest de Pompéi, une inscription qui indique qu'on est à Pompéi, Res Publica Pompeianorum, donc avec donc la cité de Pompéi, puisque jusqu'alors, les fouilleurs travaillaient à l'aveugle. Ils pensaient que c'était peut-être la ville de Stabi. Comme je l'ai expliqué, on avait perdu la mémoire du lieu, en quelque sorte. On savait que c'était de colline, cette ville colline, mais on ne savait pas à quelle cité antique elle correspondait. Et donc la découverte de cette inscription vraiment valide le fait qu'on est non seulement face à une ville romaine, mais en plus face à Pompéi. Deuxième changement, c'est que c'est à partir de ces années 1760 que donc la direction des fouilles va décider de renoncer au système des cuniculi pour passer à un système, s'il faut anticiper un petit peu les termes, de passer à un système de fouilles en air ouverte, extensif, c'est-à-dire où on ne va plus réensevelir les vestiges. Donc là, c'est une opération qui va donc changer complètement la logistique, puisqu'on fouille. On va dégager évidemment les bâtiments, mais en même temps, qu'est-ce que cela impose? C'est qu'il va falloir aussi les restaurer. Et c'est une dimension qu'on oublie parfois, c'est que ces fouilles ont associé dans le même temps des opérations de consolidation, des opérations de restauration plus ou moins partielles pour faire en sorte que les bâtiments restent à l'air libre et résistent le plus possible au temps. Donc ça, c'est ce changement dans les années autour de 1763 qui vraiment change non seulement les techniques de fouille, mais qui change aussi les perspectives d'accès au site de Pompéi et des conditions de visite. Et lorsqu'on lit les journaux de fouilles et tout ce qui nous permet de retracer à la fois le point de vue des fouilleurs et leur activité, ce que l'on voit, c'est qu'il y a déjà l'image qui se préfigure d'un musée de site à ciel ouvert. Et cela, on le lit très bien dans un personnage qui est, de mon point de vue, assez essentiel dans ces premières fouilles de Pompéi, qui s'appelle Francesco La Vega.
qui donc travaille tout d'abord au service de Alcubierre et qui devient vraiment directeur officiellement des fouilles en 1780. Mais de fait, c'est lui qui gère dès le départ en fait, les opérations de fouilles à Pompéi, c'est lui qui en reporte les principales découvertes. Et donc La Vega décrit très bien cette idée donc, d'un musée à ciel ouvert. On voit sa préoccupation pour consolider les architectures, pour aussi les présenter à ce public qui va arriver. Alors, bien évidemment, le public qui arrive à Pompéi à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout les mêmes flux. On est dans les années 1770, donc c'est à partir de 1765 que le site commence à s'ouvrir aux visiteurs. Alors évidemment d'abord au roi, à la cour royale, à ses proches, et puis à des premiers visiteurs qui arrivent mais qui ne peuvent entrer sur le site qu'avec une autorisation délivrée par le roi. Donc c'est vraiment un privilège pour cette élite italienne, européenne qui se rend sur les lieux. Et donc ces premiers visiteurs à Pompéi, ils arrivent en carrosse, donc je vais décrire par où ils pouvaient rentrer et quels monuments ils allaient voir. Donc ils ont 2 accès possibles et donc il faut compter une petite demi-journée pour arriver depuis Naples. Ils sont une petite centaine. On en connaît les noms puisqu'en fait les registres d'archives, de fouilles qui sont extrêmement précis permettent de voir les autorisations délivrées par le roi ou par le Premier ministre. Donc ils sont très peu. Pour vous donner une image maintenant, à Pompéi, on va bientôt atteindre les 4 millions de visiteurs par an. Donc on n'est évidemment pas du tout dans les mêmes flux. Alors toujours est-il que ces premiers visiteurs qui arrivent à Pompéi, en fait, et c'est cela qui va changer aussi la perception des ruines, sont confrontés pour la première fois à cette image aussi d'une ville entière. Alors dans les années 1770, on voit relativement peu. On a en fait 3 grands secteurs qui sont découverts. On a tout d'abord au nord-ouest de la ville, un secteur suburbain, on est au-delà de la porte dite d'Herculanum, donc au-delà des murailles, un secteur où il y a en premier lieu une grande villa, la villa de Diomède, dont je vais vous reparler, qui est un des tout premiers bâtiments donc fouillés à Pompéi, 1771-1775, en face de laquelle se trouvent donc d'autres édifices, d'autres villas, des installations artisanales, mais surtout une nécropole, la nécropole dite de la porte d'Herculanum. Et donc cette configuration est assez fréquente dans une ville romaine, donc villa, installation commerciale et des tombes. Donc ils arrivent en fait soit par cette voie justement dite des tombeaux, ils pénètrent dans la ville où là ils découvrent un quartier d'habitat. Donc c'est le deuxième secteur qui s'offre à leur regard dans la continuité, où on a notamment une maison dite la maison des Vestales, qui présente des proportions évidemment bien plus réduites que la grande villa de Diomède. On est dans la ville. Donc ça, c'est un premier grand ensemble au nord avec ces 2 portions. Et puis l'autre, en fait, c'est le quartier donc, qui est complètement au sud de la ville. Donc ils pouvaient aussi y accéder en y arrivant directement. C'est le quartier qu'on appelle dit des théâtres, qui réunit à la fois le théâtre de Pompéi, le grand portique qui s'ouvre à l'arrière, le théâtre couvert dit Odéon et le temple d'Isis, avec là aussi quelques maisons qui continuent à être découvertes. Donc ça, ce sont vraiment les 2 grands ensembles que l'on pouvait visiter et qui n'étaient pas raccordés entre eux. Ils étaient raccordés entre eux par une route spécialement aménagée pour le roi d'ailleurs, qui passait au-dessus des lapilli et qui permettait de passer d'un secteur à l'autre, mais bien évidemment tous les vestiges se trouvaient en dessous, et donc il faut imaginer selon les secteurs une hauteur de lapilli qui va entre 2, 3 qui peut aller pratiquement jusqu'à 5 mètres, selon où on se trouve dans la ville et les pentes. Alors le principe aussi de ces fouilles, c'est qu'elles ne procèdent pas comme on le fait aujourd'hui en décapant de la partie supérieure et en allant en profondeur. Ce que vont suivre les fouilleurs, ce sont les rues. Ils partent en fait d'une rue et ils pénètrent progressivement, je dirais par tranches successives, dans un édifice pour arriver à le dégager. Donc c'est un système pratiquement à la verticale plutôt qu'à l'horizontale, comme on pourrait l'appliquer aujourd'hui lorsqu'on mène une fouille dite stratigraphique, mais j'y reviendrai. En fait, c'est une technique qui sera appliquée bien plus tard à Pompéi, à partir des années 1860. Donc on en est encore loin.
Alors je voudrais revenir un peu aussi sur l'image que l'on a de ces toutes premières fouilles menées à Pompéi, donc sous la conduite et sous lancée par le roi de Naples qui les suit de très près. On l'a souvent décrite comme une chasse au trésor menée pour enrichir les collections royales, et c'est donc beaucoup d'érudits à la fin du XVIIIe siècle, à commencer par Winckelmann et d'autres, vont s'insurger contre ces fouilles très extensives, accélérées, menées sur les sites du Vésuve, en leur reprochant de ne pas appliquer suffisamment de critères scientifiques, à la fois pour préciser l'origine des objets et les décrire. Donc on a cette vision. Mais lorsqu'on travaille très concrètement sur les archives que nous ont laissées ces fouilleurs et que l'on peut encore consulter aujourd'hui auprès des archives historiques conservées auprès du musée archéologique de Naples, ce que l'on perçoit, c'est qu'en réalité, il y a vraiment ce qu'on peut déjà appeler une première administration du patrimoine. Et en réalité, on a une ébauche déjà à la fois de conservation des objets, de direction de la fouille, mais aussi de pratiques de restauration qui sont articulées. Alors bien évidemment, qui sont adaptées à une urgence aussi de dégagement, mais on a vraiment tout un appareil administratif que l'on peut suivre en détail. Et ceci, on l'a très bien suivi en travaillant sur la villa de Diomède, dont j'ai déjà parlé, ce bâtiment qui a fait l'objet d'un programme scientifique de 2012 jusqu'en 2019, qui a donné lieu à une publication qui est sortie en 2020. On s'est intéressé à ce bâtiment pour plusieurs raisons, parce que d'abord, comme je l'ai dit, c'était une des toutes premières fouilles à Pompéi, menée sous la direction de Francesco La Vega. Par ailleurs, c'était aussi, dans l'histoire de l'archéologie européenne, la découverte de ce qui était pour la première fois une villa romaine parfaitement conservée, avec bien évidemment son architecture très scénographique, puisque c'est une villa qui a été conçue sur 3 étages conservés, on peut même en restituer un 4e, et puis présentant donc des décors à l'époque encore très frais. Donc visuellement, il avait cette possibilité de visiter une architecture et de voir des décors en place. Je la décrit un petit peu. En fait, on rentre donc sur les niveaux. Elle est dans la continuité du rue des Tombeaux, donnant sur la porte d'Herculanum. On rentre dans un premier jardin à portique. De là, on pouvait accéder à un espace thermal. Et là aussi, c'est la première fouille d'un espace thermal en contexte domestique. Bien évidemment, on connaissait des termes romains, mais si on pense à des termes romains, on pense à la grande architecture monumentale de Rome, les termes de Caracalla qui étaient encore présents dans l'urbanisme de Rome, certaines portions des termes de Trajan par exemple, mais là, c'est une toute autre échelle, c'est la grande architecture impériale thermale. Ici, pour la première fois, on peut voir un petit quartier thermal qui s'organise simplement en 3 pièces, avec donc une cour d'entrée, un premier vestibule et une pièce tiède et une pièce chauffée. Et cet ensemble est effectivement dans un état de conservation parfaite. Les fouilleurs ont encore trouvé les panneaux de verre qui servaient de vitrage à la pièce chaude, ce qu'on appelle le caldarium. Il y avait le bassin, il y avait donc les peintures, les voûtes. Et donc cet ensemble thermal, on a l'impression en fait qu'il était pratiquement encore fonctionnel. Et ça, c'est une première découverte très importante qui fait un des lieux importants d'attraction de cette villa. Alors je continue à la décrire. Si on repasse dans le secteur de l'entrée, on peut aller vers des pièces de réception et un ensemble de terrasses. Et donc visuellement, il faut imaginer ces terrasses directement calées face à l'île de Capri. On voit toute la baie de Naples. Et alors, la mer était beaucoup plus proche aujourd'hui, elle s'est reculée avec l'éruption du Vésuve d'environ 2 km. Là, elle se situe à environ 1 km de la villa. Donc c'est une villa avec vue sur la mer, même si ce n'est pas vraiment une villa maritime. Et puis ensuite, on pouvait descendre donc, au secteur de ce qu'on appelle le rez-de-jardin, avec de nouveau un immense grand jardin, comme un jardin suspendu, ouvrant également sur la baie de Naples, bordé par des grandes pièces de réception voûtées, et les voûtes et leurs décors sont encore conservés. Là aussi, c'est un cas très particulier qu'offre cette villa. Et ce jardin a pour particularité de s'appuyer sur ce qu'on appelle un cryptoportique, qui constitue donc une galerie voûtée sur 3 de ses bras. Et dans
un angle de ce cryptoportique, il va y avoir une découverte très significative au moment de la fouille, la découverte de 18 corps. Des victimes de l'éruption du Vésuve qui ont voulu sans doute se réfugier dans cet espace souterrain, mais donc elles ont été piégées par le fût pyroclastique. Mais les conditions de conservation dans cet espace assez humide et souterrain font que la couche de lapilli va complètement mouler leur corps, leurs vêtements, dans un état si saisissant que Francesco Lavega décrit des portions de vêtements, des plis de vêtements moulés par la gangue éruptive. Il décrit alors, tous les objets associés à ces victimes, des monnaies, 2 colliers qui seront retrouvés aussi dans ce cryptoportique, et puis plus précisément, il décrit ce qui semble être le buste d'une femme, donc parfaitement là aussi moulé par la couche de lapilli, et il décide de faire prélever une quinzaine de ces fragments, dont ce buste de femme. Alors ces fragments de corps et ce buste de femme sont donc prélevés, rejoignent les collections royales, et ce buste de femme va être présenté dans ce qui était alors le dit musée d'Herculanum, des collections d'Herculanum qui englobaient donc aussi Pompéi, à Portici. Et ces premiers voyageurs qui arrivent pour visiter les cités du Vésuve font une halte à Portici, et là ils découvrent ce buste de femme qui marque les esprits, et à tel point donc on le retrouve dans beaucoup des écrits de voyageurs de l'époque romantique, par exemple Chateaubriand, et c'est ce buste qui va inspirer Théophile Gautier pour sa nouvelle Aria Marcella. En fait, Aria Marcella est la réincarnation de cette jeune femme victime du Vésuve, et c'est aussi une manière pour eux de se confronter à ces habitants de la ville, à cette tragédie de la catastrophe qui est matérialisée par ces fragments de lave exposés dans une vitrine. Et donc c'est aussi pour ça que la villa de Diomède va être très célèbre, parce que quand les voyageurs arrivent à Pompéi, et s'ils rentrent par le nord, le premier bâtiment qu'ils vont visiter, c'est la villa de Diomède. Les guides qui les accompagnent ne leur manquent pas de rappeler que c'est dans les cryptoportiques qu'ont été trouvés ce corps, et notamment le buste de celle qui devient donc cette jeune femme, et donc qui va inspirer, je le cite, le désir fou d'Octavien dans la nouvelle Aria Marcella, puisqu'il tombe totalement amoureux de cette femme et qui l'entraîne dans un retour dans le passé qui va rythmer toute cette nouvelle donc romantique et fantastique. Alors la villa de Diomède donc, est vraiment, de ce point de vue, donc une confrontation avec à la fois l'organisation d'un habitat, mais aussi par sa découverte des corps, une confrontation aux derniers instants de vie des habitants de Pompéi. Et c'est en cela que c'est vraiment aussi une visite tout à fait saisissante, et dans laquelle les visiteurs vont se projeter de façon assez particulière. Francesco Lavega, en fouillant cette villa, était bien conscient de la nature exceptionnelle du bâtiment, de la découverte,
et on peut même supposer qu'il avait l'idée de lui consacrer une publication. Toujours est-il qu'il a dressé des journaux de fouilles très scrupuleux, avec des comptes rendus qui sont sur un rythme plutôt hebdomadaire, alors pas forcément toujours rédigés par lui, ça peut être aussi par les compromètres qui étaient à son service. Donc ça, c'est ces journaux de fouilles qui est la règle en fait pour toute cette période de Pompéi, et c'est en cela que c'était quand même il y avait un véritable suivi. Il y a des comptes rendus qui sont adressés donc au premier, d'abord à l'époque au chef, disons, des excavations qui étaient donc des Alcubierre, des comptes rendus qui sont adressés aussi au Premier ministre, celui-ci en rapportant directement au roi par une riche correspondance. Et on a aussi des échanges du roi qui lui-même s'intéresse vraiment de très près à l'histoire des fouilles. Donc on a d'une part ces journaux de fouilles. On a par ailleurs, ils décrivent en fait jour après jour qu'est-ce qui a été dégagé, quels objets ont été retracés. Mais on a aussi, pour la Villa Diomède, et ça c'est unique dans l'histoire des fouilles de Pompéi, ce que Francesco La Vega va appeler il libro dei notamenti. Si je traduis en français, ça sera le livre des découvertes, si on veut le dire d'une autre manière. Et qu'est-ce que c'est en fait que ce livre-là? Donc c'est un inventaire qui vient enrichir et compléter les journaux de fouilles, donc qui est cette fois rédigé par Francesco La Vega lui-même, qui donne une numérotation, donc qui va de 1, si je me souviens bien, à plus d'une centaine. Cette numérotation correspond à des lots d'objets. Ces lots d'objets et ce numéro, on les retrouve par ailleurs dans un plan dressé par Francesco La Vega qui situe très précisément ce numéro donc dans l'espace de la villa. Et dans ces numéros d'objets, il nous dit toutes les trouvailles qui ont été faites à cet endroit. Donc c'est un peu un ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui un système d'information géographique qui nous permet donc de faire le lien entre un ensemble d'objets et puis qui en précise vraiment la position très exacte. Si bien que grâce à ce livret, on peut de façon extrêmement précise reconstituer toute la culture matérielle de cette grande villa. Et ça, c'est vraiment totalement exceptionnel. Alors c'est plus de 1000 objets au total. Pour certains, on a eu la chance de pouvoir les identifier dans les collections actuelles du musée archéologique de Naples, grâce donc à la collaboration avec donc, le directeur des archives historiques, Andrea Milanese, puis aux travaux effectués par ma collègue Florence Monnier qui a travaillé sur cet inventaire d'objets, sur les catégories décrites par Francesco La Vega. Et ça, c'est assez unique parce qu'en fait, grâce à cette approche, on a vraiment comme une photographie de tous les objets présents dans la villa. Alors ça inclut aussi les corps dont j'ai parlé à présent, mais ça nous permet aussi de positionner tous les objets qui leur étaient associés. J'ai mentionné 2 colliers, mais on a aussi les monnaies. Et un travail a été mené par mon collègue Georges de Perrault et cartographié par notre collègue Julien Cavero pour voir justement la distribution des monnaies dans la villa au moment de l'éruption du Vésuve, puisqu'en fait, la description de La Vega est tellement précise qu'on peut savoir combien de monnaies ont été retrouvées à quel endroit, quels matériaux, si c'était donc bronze, argent ou or. Et de fait, on a ainsi une sorte d'instantané des conditions de répartition des victimes de l'éruption du Vésuve, mais aussi peut-être des tentatives de fuite au moment de la catastrophe. Je précise, en fait, ce que l'on voit très bien, c'est qu'il y a 2 groupes en fait, qu'on perçoit par cette distribution des monnaies et des corps qui leur étaient associés. On a le groupe du cryptoportique dont j'ai déjà parlé. Alors, on a effectivement la présence de 2 colliers, mais on n'a pas une présence de monnaie significative. C'était dans la moyenne de ce que pouvaient posséder des Pompéiens. Donc, parmi ces 18 corps, d'ailleurs, les fouilleurs décrivent qu'il y avait sans doute aussi un corps d'enfant et d'un adolescent. En revanche, dans le jardin suspendu, tout près de la porte qui sortait vers la zone de terrasse pour aller vers la mer, ont été retrouvés 2 corps, dont l'un d'eux avec une bourse. Et là, d'ailleurs, les fouilleurs décrivent même le tissu présent, contenant une quantité exceptionnelle de pièces en or. Alors, la découverte, là aussi, va alimenter beaucoup les récits de voyage où on a ce schéma qui va se mettre en place du propriétaire de la villa qui fuit
vers la mer et qui a laissé toute sa famille abandonnée dans les cryptoportiques. Alors ça, on le retrouve dans tous les guides consacrés à Pompéi à partir des années 1810 montrent en fait ces deux écarts. Et de fait, dans la nouvelle de Théophile Gautier, Arria Marcella, on a donc la belle Arria, donc qui va périr prisonnière du Vésuve, et son père, Diomède, qui met fin à ses amours avec Octavien, et donc qui est une figure très sombre dans la nouvelle de Gautier, et qui incarne sans doute ce riche propriétaire qui essayait de fuir au moment de l'éruption. Alors pourquoi Diomède? J'en ai pas encore parlé. En fait, on ne sait pas à qui appartenait cette villa. Elle doit son nom à la présence juste en face de son entrée, de l'autre côté de la rue des Tombeaux, à une tombe qui porte le nom d'un affranchi, Marcus Arrius Diomédès. Et juste à côté a été découverte aussi une stèle funéraire avec le nom de Arria Marcella. Donc d'où cette inspiration. Et finalement, et les voyageurs en sont bien conscients, elle prend le nom de Diomède, mais on ne sait plus tellement si c'est le tombeau qui donne son nom à la villa ou la villa au tombeau. C'est un jeu d'association et malheureusement on ne sait pas à qui appartenait cette villa. Donc voilà pour son contexte. Et pour en revenir et finir sur cette documentation véritablement exceptionnelle que nous a livrée Francesco Lavega, ce qu'on a pu supposer, c'est qu'il voulait, c'était cet ingénieur formé aux humanités. D'ailleurs, il décrit extrêmement bien la villa. Il fait un rapprochement de par sa configuration assez particulière, puisqu'en fait, depuis la rue, on rentre directement dans le portique. Et donc on n'a pas cette logique qu'on a traditionnellement dans l'habitat romain, dans une maison romaine, d'un atrium, tablinum, puis le jardin péristyle avec son portique. Donc on rentre directement dans le portique et on a un témoignage de cette configuration dans le texte de Vitruve, le seul manuel qui nous était transmis de l'architecture antique, De Architectura, qui est écrit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et Vitruve décrit une catégorie de villas qu'il appelle pseudo-urbana, parce que précisément, on rentre directement dans un péristyle. Et donc Lavega connaît très bien ce texte, puisqu'en fait, lui n'appelle pas cette villa la villa Diomède, il va l'appeler, il lui donne deux noms, villa pseudo-urbana, donc sans doute une très bonne référence au texte de Vitruve, ou alors il appelle aussi la casa di campagna, la maison de campagne, parce qu'il avait perçu qu'elle était donc hors de la ville, même si elle est très proche en fait du périmètre urbain, on est à une centaine de mètres de la porte d'Herculanum, et c'est ainsi que lui l'a décrit. Et ce que l'on voit très bien dans les différents échanges en fait, entre lui, ses contremaîtres et les autorités à Naples, qui sont incarnées par Alcubierre et par le Premier ministre, Tanucci, qui suit de très près les fouilles, c'est vraiment un intérêt patrimonial. Tous les objets, comme je l'ai dit, sont identifiés, localisés, et ensuite ils sont inventoriés. Donc c'est une autre figure, en fait, celle de Camillo Paderni, qui est le responsable des collections muséales à Portici, qui, à son tour, décrit un inventaire de tous ces objets qui arrivent dans les collections. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a réussi à retracer certaines d'entre elles après le déménagement qui a eu lieu au début du XIXe siècle dans le musée actuel, le musée archéologique de Naples, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qui est assez passionnant aussi dans ce cas d'étude, c'est de poursuivre la formation de ce qui est un premier appareil administratif pour organiser les fouilles de Pompéi, pour les décrire et pour les transmettre. Et de ce point de vue-là, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce n'est donc absolument pas une chasse au trésor à l'aveugle, mais c'est un appareil qui est mis en place et qui permet vraiment de saisir les informations, de les transmettre. Alors il y avait sûrement une volonté pédagogique de Francesco Lavega, certainement cette publication qu'il aurait voulu faire, un projet qui n'a pas abouti parce que sans doute il n'avait pas l'appui de cette académie très puissante qui travaillait pour le roi, faite donc d'érudits qu'on appelait l'Académie royale d'Herculanum. Sans doute c'était donc cette académie qui suivait toutes les publications liées aux découvertes de Pompéi. Et voilà, un projet qui n'a visiblement pas pu voir le jour. Et je dirais qu'en fait, lorsqu'on a achevé
notre projet sur la Villa Diomède et qu'on a publié ce bâtiment qui finalement était en quelque sorte resté inédit, c'était aussi pour s'inscrire dans cette continuité ouverte par Francesco Lavega et valoriser aussi ce travail qui nous permet à nous archéologues aujourd'hui et qu'on a donc intégré, de restituer à la fois l'architecture mais aussi, comme je le disais, toute la culture matérielle de cette villa tout à fait exceptionnelle. Alors il y a aussi une autre implication de ces premières fouilles et de leur logique, c'est la documentation graphique. Le fait qu'on laisse les vestiges à ciel ouvert fait que les fouilleurs étaient conscients qu'inexorablement les décors et donc les peintures pariétales allaient se dégrader. Et de fait, Francesco Lavega va faire copier les peintures laissées en place. Alors parfois, donc une certaine vignette, notamment le panneau central de la peinture, pouvait être prélevé pour rejoindre les collections royales, dans le cas où il avait attiré l'attention, mais sinon l'ensemble du mur est copié. Et ça, il va en faire des reproductions par des peintres napolitains qui se rendent donc directement sur place, par exemple dans la Villa Diomède. Et par exemple, pour certaines pièces, on a parfois jusqu'à 3 peintres qui sont passés et qui ont chacun copié une paroi. Et aujourd'hui, cette documentation, elle est exceptionnelle pour nous parce qu'en fait, elle nous permet de visualiser des couleurs qui sont aujourd'hui totalement dégradées, des motifs que l'on ne perçoit plus et vraiment de pouvoir reconstituer le décor de cette villa. 250 ans après, voilà, l'érosion, la lumière font que évidemment les fresques se sont effacées. Et donc c'est vraiment de ce point de vue-là aussi un travail patrimonial qui est tout à fait intéressant parce qu'ils ont prévu la dégradation et donc le support graphique devient aussi un support scientifique. Et ça, donc, on dispose de cette documentation pour la Villa Diomède, mais aussi par exemple pour le temple d'Isis. Alors le temple d'Isis présente un cas assez particulier parce qu'il va y avoir tout un débat justement. C'est aussi un des tout premiers bâtiments dégagés. On est au début des années 1770, donc contemporain de la Villa Diomède. On est ici dans le secteur des théâtres. Et de même, donc Francesco Lavega se dit, mais c'est voilà, donc on connaît ces décors qui sont aujourd'hui présentés au musée de Naples. C'était la possibilité donc de voir un temple romain, là aussi avec sa culture matérielle, les objets du culte qui ont été retrouvés, mais aussi un décor réalisé dans les toutes dernières années de Pompéi, un décor peint sur les murs à la fois du portique et aussi un décor de stuc avec donc des éléments en relief à la fois donc sur la cella donc du temple, son espace central, mais aussi sur un petit édicule sur le côté qui présente donc des reliefs d'une très grande qualité. Et la question se pose pour les peintures, donc Lavega, lui, avait l'idée de les laisser en place. Il en réfère donc au Premier ministre Tanucci en disant mais ça, pour la première fois on pourra circuler dans un temple romain et apprécier à la fois une architecture et des décors. Le roi est beaucoup plus réticent et en fait c'est finalement l'environnement qui va décider de la suite et de la conservation. Il va y avoir un hiver extrêmement rigoureux à Naples avec de la neige. Et donc tout de suite le roi de Naples dit maintenant voilà, la neige va dégrader les enduits, ce qui était vrai, ils venaient juste d'être découverts et c'est vrai que très vite les couleurs changent et toutes les peintures sont aussitôt, donc il y avait des techniques très précises pour arriver à les détacher, les peintures du portique sont prélevées et rejoignent les collections royales et c'est pour ça qu'on peut les apprécier dans toute leur fraîcheur dans le musée de Naples actuellement où on a une pièce entièrement aménagée pour le temple d'Isis. Mais c'est extrêmement intéressant de lire le débat qui s'en suivait puisque en fait donc Lavega lui préconisait déjà ce qu'on appellerait une archéologie de site, de laisser les choses en place alors que le roi voulait donc qu'on puisse encore apprécier les peintures, enfin surtout en profiter lui-même dans ses collections. Donc voilà, et de ce point de vue, tous les supports graphiques, évidemment la photographie n'existait pas encore à ce moment-là, mais il y avait donc vraiment un enjeu de reproduire les décors. Il y a le cas exceptionnel de ces prélèvements systématiques dans le temple d'Isis, mais dans les autres bâtiments, ce sont des vignettes qui sont prélevées beaucoup plus petites, qui font moins d'1 mètre de largeur. On est plutôt généralement sur quelque chose qui fait 60 cm, comme dans le cas des vignettes prélevées dans la Villa Diomède ou de petits médaillons. Donc on n'est pas du tout dans la même logique, et donc d'où l'importance du document graphique qui pour nous archéologues est bien évidemment essentiel. Le relevé est vraiment un acte de connaissance et d'interprétation d'un bâtiment et de ses décors.
Alors, j'ai achevé ce premier volet en fait, des toutes premières fouilles de Pompéi. Alors, bien évidemment, il va y avoir des moments d'accélération et de rupture. Dans l'histoire des fouilles, je ne vais pas tout détailler. Un grand basculement, ça va être le moment de la domination française à Naples, 1806-1815, où là, on va avoir ce qu'on peut appeler presque comme une première archéologie urbaine. Comme je l'ai expliqué, jusqu'à présent, on avait trois secteurs, ou plutôt même deux secteurs, celui au nord, Villa Habitat, qui forme un seul ensemble autour de la porte d'Herculanum, et le quartier des théâtres au sud, avec donc des édifices publics. Petit à petit, donc, il va y avoir des portions de la ville qui sont dégagées, notamment vers le centre, ce qui correspond actuellement au Forum. Et le grand changement qui va être introduit avec la domination française, c'est que Caroline Bonaparte est passionnée d'antiquité et s'investit énormément dans le suivi des fouilles et met les moyens. Et il va y avoir donc vraiment un brusque changement logistique, c'est-à-dire qu'on va passer de ce qui était environ une centaine d'ouvriers, alors il faut imaginer qu'ils dégagent ouvriers, brouettes, on y sent une centaine, ils sont plus de presque 700 sous la domination française, auxquels s'ajoutent 1500 sapeurs, donc du régime des sapeurs, donc soutien de l'armée. Donc vous imaginez, on est presque à 2000 personnes pour dégager le site, et on a beaucoup de représentations en fait de ces fouilles où on a à la fois donc un suivi très militaire de l'ensemble, mais on a aussi donc des femmes qui sont réquisitionnées et qui portent sur leur tête dans des paniers les lapillis qui sont évacués. C'est assez léger, donc on a vraiment des chaînes humaines pour évacuer les décombres. Et donc, en fait, ça va vraiment être un dégagement massif. Et pourquoi je disais que c'était une archéologie urbaine? Parce que pour la première fois, on savait qu'on était sur une ville, mais jusqu'à présent, ce qui avait attiré l'attention, c'était la découverte d'édifices isolés, décrits de manière plus ou moins précise. Cette politique, ce qui peut ressembler vraiment à une politique de fouille française, qui d'ailleurs s'appuie aussi sur tout un système d'expropriation de terrain pour arriver à couvrir le plus largement possible Pompéi, va avoir une vision urbaine, puisque cette fois-ci, on va essayer de connecter les deux secteurs qui étaient dégagés, et ceci en passant par le Forum. Et comment on connecte? En fouillant les rues. Donc les rues sont dégagées, on a vraiment le système viaire qui apparaît, et à cela s'ajoute la découverte et le dégagement systématique du pourtour de toutes les murailles de la ville. Donc on connaît désormais le périmètre urbain par les murailles, les portes qui permettent donc de dessiner la continuité des rues, et on a le centre urbain avec le Forum qui apparaît, qui permet de connecter ces deux grands secteurs. Et donc on a vraiment ici une archéologie, je le répète, urbaine, dans le sens où on peut saisir, au-delà des éléments quotidiens, tous les témoignages de ce qui correspond à l'organisation d'une ville. Et là aussi, ces fouilles s'appuient sur une documentation scientifique. Elle est de nouveau extrêmement intéressante. Caroline Bonaparte va confier à un architecte français le relevé de tous les bâtiments dégagés dans le royaume de Naples. Cet architecte s'appelle François Mazois, et il va donc... en fait, il vit pratiquement à Pompéi. On sait même qu'il a même dormi. Enfin, il était complètement passionné par la découverte du site et par le fait de reproduire cette ville par le dessin, ce qui est un véritable enjeu. Il va produire 4 volumes qui s'appellent Les ruines de Pompéi. Ce sont des volumes magnifiques, des grands folios. Les originaux sont conservés au département des estampes à la réserve de la Bibliothèque nationale de France. Et donc là, on a la version en couleur, alors que la version gravée n'est qu'en noir et blanc. Et Mazois s'intéresse à tout ce qui correspond au fonctionnement à la fois d'une ville, mais aussi de son architecture dans le détail. Donc on a une vision cette fois-ci d'architecte qui nous permet d'approcher au plus près les édifices, l'organisation. Alors lui aussi est un grand lecteur de Vitruve, il connaît évidemment les textes anciens, et il essaie d'interpréter Pompéi à la lumière de ces textes, mais aussi de ce qu'il connaît de l'histoire de l'architecture. Et c'est aussi assez intéressant dans ses premiers écrits de voir aussi des rapprochements entre Pompéi et la ville moderne de Naples, notamment pour la chaussée. Les deux villes ont pour point commun d'avoir une chaussée réalisée dans des dalles de la lave du Vésuve.
Et donc ça, ces premiers écrits le notent, et je trouve ça assez intéressant d'essayer de projeter ce fonctionnement d'une ville antique en essayant de le lire par rapport à cette ville moderne de Naples qui était presque une ville capitale à la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle, et de rechercher cet écho urbain entre les deux ensembles. Et pour en revenir à François Mazois, il y a un passage que je trouve très beau, qui ouvre en fait son livre et qui exprime ce qu'il ressent à Pompéi. Il dit qu'il a été transporté par une sorte d'enthousiasme en rentrant dans cette ville, en se sentant comme projeté dans une ville antique à laquelle il ne manquerait que ses habitants. Alors ça, on le retrouve dans d'autres écrits. Et il y a une image que je trouve très suggestive. Il dit on parcourt les rues et on a l'impression d'être dans une de ces villes d'Italie du Sud à l'heure de la sieste. Il manque les habitants et on découvre en fait les architectures et on peut évoluer dans une ville. Et là, si je peux donner un témoignage un peu personnel, la première fois que je suis allée à Pompéi, c'est ça que j'ai ressenti en fait, c'est l'idée de parcourir une ville en tournant d'une rue à l'autre, en percevant des bâtiments, en ayant une vision urbaine. Et ça, donc, c'est finalement à l'issue de ces fouilles qui dégagent vraiment les ensembles urbains, les rues, qu'on le perçoit à la fin des années 1815. Alors le rythme se réduit considérablement après. Avec la chute du royaume, on va même passer, il y a des périodes vraiment de disette à Pompéi, où on voit toujours dans ces journaux de fouilles qui nous racontent la réalité. Ils passent parfois même jusqu'à une trentaine d'ouvriers, ils n'ont plus que 6 brouettes. Donc tout dépend en fait de l'investissement et du suivi en fait de la royauté, qui connaît bien sûr des heurts, des difficultés économiques, il peut plus ou moins se détourner son attention du site. Mais toujours est-il que le rythme de dégagement se poursuit et on a quand même une vision de nouvelles maisons de grande envergure qui apparaissent dans cette première moitié du XIXe siècle, telles que la maison du Faune, qui est cette grande maison qui constitue un îlot entier au nord du Forum. On aura aussi la maison du poète tragique, avec ses décors parfaitement conservés. Donc le rythme se poursuit. Mais s'il faut un petit peu accélérer dans l'histoire des fouilles, le moment vraiment de basculement, ça va être celui de l'unité italienne, le Risorgimento, avec l'arrivée en 1860, et il va occuper la direction de Pompéi, mais il est aussi le directeur du musée de Naples, au niveau de ce qui constitue une première surintendance, Giuseppe Fiorelli, qui change véritablement à la fois les techniques de fouille à Pompéi, mais la manière aussi de les documenter. S'il faut résumer l'acquis de Fiorelli, aujourd'hui on en s'inscrit encore d'ailleurs parfois dans son héritage. Premier grand changement, c'est qu'il instaure pour la première fois un système de fouille stratigraphique. Il part du haut de la couche éruptive et il décape par couches successives. Ce qui lui permet de découvrir par exemple des toitures entièrement préservées. Donc on n'a plus ce système de tranches en fait qui permet de pénétrer dans les bâtiments. Donc on peut vraiment suivre toute la configuration architecturale et replacer de nouveau les objets exactement dans leur position. Implication de cette technique de fouille, qui est extrêmement connue aujourd'hui, c'est le fait, en dégageant de façon successive en fait les strates, il peut mettre ainsi en évidence la dernière couche éruptive et la façon dont elle a pu mouler des corps ou tout résidus organiques qui ont donc été recouverts par la gangue éruptive et qui constituent, après leur décomposition, un vide. Et Fiorelli va avoir pour la première fois l'idée d'injecter du plâtre, donc sentant le vide au moment de la fouille sur cette couche qui peut recouvrir un corps ou un support qui s'est décomposé, il injecte du plâtre dans ce qui est devenu un vide, et ça permet ainsi de révéler la forme originale de ce qui s'est décomposé. Et ça va être la fortune des moulages de Pompéi qui ont permis de révéler la position des victimes, leurs vêtements. Et c'est aussi à ce moment-là que Pompéi devient, à partir de cette fin du XIXe siècle, ça devient la cité des morts. Et cette image que cherchent encore les touristes aujourd'hui pour connaître bien le site et les conditions de visite. Généralement, quand les touristes viennent à Pompéi aujourd'hui, ils veulent voir les moulages parce que c'est cette image qu'ils ont de la ville. Troisième acquis de Fiorelli, c'est un découpage de la ville
et qu'on applique encore aujourd'hui. Il est le premier à, puisque les fouilles se sont intensifiées, lui va poursuivre surtout les fouilles dans le centre et dans la portion est de la ville. Il va la découper en ce qu'on appelle des régions, des grands ensembles, 9 au total. Ces régions qui elles-mêmes sont divisées en îlots, donc qui constituent une parcelle entière, ce qui correspond à l'insula romaine. Et dans chacun de ces îlots, il va attribuer des numéros en fonction des entrées de bâtiments, comme des numéros aujourd'hui, ce qu'on appelle numeris civici, donc des numéros d'entrée dans une rue. Donc on a 3 numéros pour se repérer à Pompéi. Je donne un exemple, 9, on est dans la région 9 en chiffre romain, ,3 ça sera l'îlot et ,14 l'entrée de la maison. Et ça on l'applique encore aujourd'hui pour se repérer dans la ville. Il va aussi appliquer de manière systématique le fait de donner un nom moderne aux rues, mais qui permet aussi de se repérer et d'avoir ce plan dressé de Pompéi. Et dans cette documentation, alors ça, au-delà de la numérotation qui permet de se repérer, il va avoir une autre, là aussi c'est un travail patrimonial très important, il va retranscrire tous les journaux de fouilles depuis la découverte de Pompéi, donc depuis 1748, dans 2 volumes qui sont publiés, donc intégrant notamment tous les journaux de fouilles de la Vega dont j'ai parlé, mais jusqu'à lui. Et donc en fait ça permet donc de les consulter sans avoir à aller dans les archives du musée de Naples. Alors il fait des sélections entre les journaux de fouilles, les rapports des contremaîtres, mais ça permet d'avoir ainsi donc une documentation exhaustive sur toute l'histoire des fouilles de Pompéi. Enfin, donc, il fait dresser un premier plan très détaillé de Pompéi, mais aussi, et ça j'insiste parce que c'est vraiment une réalisation assez incroyable, il fait réaliser une maquette ou 1/100 de l'ensemble du site dégagé que l'on peut voir aujourd'hui dans le musée archéologique de Naples. Alors il faut se placer en hauteur pour la voir dans son ensemble, hein, parce que c'est énorme, ça occupe une pièce entière. Et ce qui est assez prodigieux, c'est que c'est presque l'idée déjà ce qu'on pourrait faire aujourd'hui lorsqu'on fait du scanner 3D, de la photogrammétrie. Donc il fait appel à une équipe de spécialistes de maquettes en liège. C'est une vraie tradition à Naples. Aujourd'hui, il y a encore un quartier, alors même si aujourd'hui il est devenu très touristique, mais dans le centre historique de Naples, on a encore ces artisans qui travaillent le liège. Et il y avait déjà donc plusieurs maquettes qui avaient été réalisées d'édifices à Pompéi, notamment déjà la Villa Diomède ou le Temple d'Isis, mais seulement d'édifices. Fiorelli fait réaliser donc la ville entière. Donc il y a ces maquettistes qui font donc les volumes en liège, mais en plus il y a des peintres qui vont reproduire tous les décors peints à une échelle donc assez miniature, donc 1/100, mais aussi les mosaïques qui étaient encore visibles et les coller sur cette maquette. Si bien qu'on peut voir un instantané de ce qu'étaient les décors dans les années donc 1860-1870 à Pompéi, et là aussi les confronter à l'état actuel. Donc c'est vraiment une documentation tout à fait exceptionnelle qu'a laissé ainsi Fiorelli, à la fois en termes d'histoire des fouilles, mais aussi de documentation actuelle du site. Après la direction de Giuseppe Fiorelli, donc ses successeurs vont donc emprunter et suivre son héritage. Le tout premier, c'est Michele Ruggiero, qui est un architecte et qui était déjà architecte sous la direction de Giuseppe Fiorelli, et il va donc prendre la direction jusqu'en 1893. Et alors, juste pour résumer peut-être ce qui est son acquis et ce qui est assez différent, le fait qu'il soit architecte, il va y avoir aussi une véritable politique de restauration, et de restauration avec de nouveaux matériaux, et notamment l'introduction du métal aussi dans l'architecture de Pompéi, sachant que Ruggiero avait beaucoup d'échanges avec le monde des architectes en France. Il a correspondu avec Viollet-le-Duc, et il va intégrer donc certaines techniques de restauration particulières à Pompéi, notamment donc ce qu'il a pu voir, parce que quand il est venu en France et qu'il a vu la Bibliothèque nationale, de très fines colonnes de fonte pour, par exemple, abriter des petites fontaines qui s'appuient sur des murs à Pompéi, et en protéger à la fois le décor peint, mais aussi le décor réalisé avec des mosaïques. Et cela fait partie aussi aujourd'hui de l'histoire du site, que cette architecture, qui est une architecture totalement fin 19e siècle, qui est intégrée à Pompéi. Alors, pour sauter un petit peu les étapes, et pour décrire ces grands moments dans l'histoire des fouilles, il y a un directeur, et là j'en reviens à la notion aussi urbaine du site, qui s'appelle Vittorio Spinazzola, qui est surintendant, qui dirige le site de 1910 à 1923. Et en quoi il se démarque de ses prédécesseurs, c'est que lui, ce qui va l'intéresser, c'est la rue.
et il va décider de fouiller, alors non plus des édifices, mais une rue entière. Et de fait, si on va aujourd'hui à Pompéi, la rue qu'on appelle la rue de l'Abondance, que tout touriste parcourt, puisqu'elle part du secteur du Forum, c'est l'axe ouest-est, et elle va jusqu'à l'amphithéâtre, enfin jusqu'au-dessus de l'amphithéâtre, sur presque donc 2 km. Il va donc décider de dégager la rue pour en comprendre l'organisation, le rapport, pour en faire vraiment un critère d'analyse scientifique. Alors sur certaines portions, il va pénétrer et suivre des maisons entières, par exemple la maison de Pacus Proculus, la maison de Trebus Valens, mais pour d'autres, il va se limiter à entailler sur environ une dizaine de mètres, voire un petit peu moins, pour simplement suivre la succession, par exemple, des boutiques, des maisons, et comprendre en fait l'agencement urbain. Alors là aussi, la fouille est effectuée avec toujours ces critères de fouille stratigraphique. Il réalise des moulages, alors cette fois-ci, non pas des corps, mais de toutes les portes en bois qui pouvaient rester, ce qui permet de saisir la configuration notamment des portes caractéristiques qui ferment une boutique, donc système de volets qui sont bloqués par l'arrière, les portes de maison, pour certaines on peut encore voir par exemple les clous en bronze retrouvés et fixés dans le moulage, comme dans la maison dite d'Octavius Quartio. Et puis il va réaliser des relevés très précis pour comprendre aussi l'agencement des étages, présence des balcons. Et il publie un livre, alors ça sera une publication posthume, 1953, sur ces fouilles, qui est un livre magnifique, parce qu'en fait on peut voir bien sûr une documentation, une élévation de l'existant sur toute cette rue de l'Abondance, mais aussi avoir les restitutions, et qui illustre la vision qu'avait de Spinazzola, où il a un chapitre sur les couleurs de la rue, avec donc les peintures qui rythmaient les façades. Il a quelque chose sur un chapitre aussi sur la lumière, et puis un autre aussi sur les voies de la rue, à savoir tous les graffitis, toutes les inscriptions, notamment les inscriptions électorales qui recouvraient ces façades, qui sont encore visibles aujourd'hui, mais là aussi assez érodées, d'où l'intérêt de cette publication. Le grand basculement, à la fin de cette direction de Spinazzola, ça va être l'entrée dans l'ère fasciste donc en Italie, et une direction aussi qui change à Pompéi. Ça va être celle du grand archéologue initialement formé en Grèce, qui s'appelle Amedeo Maiuri, qui va avoir donc la direction de la nouvelle surintendance, et ça sera la plus longue direction dans l'histoire de Pompéi, puisque bien au-delà de la période fasciste, il va rester surintendant jusqu'en 1961. Alors Maiuri va fouiller non seulement Pompéi, mais aussi Herculanum, qui, pour les fouilles, s'était pratiquement arrêté donc depuis le début du XIXe siècle, et donc avec une fouille intensive et aussi une publication d'envergure sur les nouvelles fouilles qui portent sur cette ville, et puis aussi à Pompéi. Alors il va surtout fouiller toute la portion sud-est de la ville, avec de grandes maisons qui sont ainsi découvertes, mais aussi des maisons beaucoup plus modestes. Alors grandes maisons, on pense par exemple à la maison du Ménandre, qui est fouillée sous sa direction, et puis aussi par exemple dans les secteurs périurbains, on va avoir la grande villa très proche de la villa Diomède, qui est la villa des Mystères, donc, dont il va permettre de découvrir le décor exceptionnel, et là aussi l'architecture. On a aussi des bâtiments publics, par exemple la grande palestre en face de l'amphithéâtre qui est dégagée. Donc vraiment des fouilles intensives qui permettent vraiment de pratiquement atteindre l'extension des fouilles que l'on a aujourd'hui, avec là aussi une politique scientifique forte, puisque Maiuri publie énormément, et il s'intéresse, et ça c'est très nouveau dans le regard sur la ville antique, il s'intéresse aussi aux phases archaïques de Pompéi, par les fouilles qu'il mène. Il essaie de documenter des niveaux très anciens, 4e siècle, mais il s'intéresse aussi, et ça c'est un des premiers à le faire, à ce qu'il appelle l'ultima phase edilitia di Pompei, c'est-à-dire la dernière phase de construction de Pompéi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cette phase très particulière que l'on connaît mal, mais à laquelle on s'intéresse de plus en plus. C'est la phase qui va de 62 ou 63, on a une hésitation sur la date, à savoir tremblement de terre qui dévaste Pompéi complètement, jusqu'en 79. Et ce qui fait que Pompéi est aussi un cas très particulier d'une ville en pleine reconstruction, après avoir connu ces dommages très importants du tremblement de terre, pour lequel on a donc deux sources qui nous le décrivent très précisément, celle de Sénèque et de Tacite, qui présentent Pompéi comme l'épicentre de cette catastrophe. On a aussi beaucoup de documentation archéologique actuellement, à la fois sur les dommages
et les réparations engagées. Et Pompéi était en réalité, au moment de l'éruption du Vésuve, un chantier, une ville en plein chantier de reconstruction. Et Amedeo Maiuri est un des premiers à l'avoir décrit, identifié, à avoir essayé de faire une sorte de typologie des reconstructions dans un livre qu'il publie en 1943 sur ce thème. Donc c'est vraiment une œuvre très fondatrice, à la fois sur la formation de la ville ancienne, la préfiguration du premier noyau urbain de Pompéi, et puis aussi son dernier instantané, la ville en chantier, juste avant l'éruption du Vésuve. Sur cet ensemble non fouillé, donc il faut visualiser en fait une hauteur de lapilli, mais le problème en fait c'est le lien entre les portions non fouillées et celles qui sont dégagées, ce qu'on appelle les fronts de fouilles. Et dans ces fronts de fouilles, ce qui est surtout très présent, c'est un risque hydrologique, c'est-à-dire l'eau finit par percoler et finit par percoler dans les structures qui ont déjà été excavées. Et ce qui nécessite des travaux de manutention qui sont actuellement menés à Pompéi et ce qui provoque aussi parfois certains écroulements. Et je pense notamment à celui qui avait été très médiatisé en 2015, celui de la Schola Armatorum sur la rue de l'Abondance dont j'ai parlé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écroulement qui a eu lieu, c'était avant tout l'écroulement de la couverture en béton armé, réalisé justement sous la direction d'Amedeo Maiuri, puisqu'en fait c'est dans ces années-là, 1930, qu'on utilise énormément le béton et le ciment donc, dans les restaurations de sites, qui pose un problème central aujourd'hui, qui est sa conservation, puisqu'en fait les montants et les structures métalliques en fer rouillent, se décompose, il y a un phénomène en fait de dégradation de la structure qui s'accentue lorsqu'on a une circulation à l'intérieur du matériau. Et en fait, la Schola Armatorum, ce qui s'était avant tout écroulé, c'est la couverture, une voûte en béton, qui a fini donc par, à force de la percolation de l'eau, qui a fini par s'écrouler et emporter avec elle une partie des murs antiques. Donc, j'en reviens à cette réalité qui est celle en fait de ces portions non fouillées qui ont finalement nécessité d'intervenir, et c'est l'objet des fouilles qui sont actuellement menées, qui ont surtout alors elles ont été menées sur dans la portion centrale nord de Pompéi, notamment près de la rue qu'on appelle Via Dino, là, avec donc des découvertes nouvelles d'édifices et de portions de rues, mais l'objectif avant tout, c'était celui de consolider ces fronts de fouilles et donc de limiter le risque hydrologique, géologique dans ces secteurs non fouillés qui peut produire donc des écroulements et des dégradations. Alors il y a ces fouilles donc, menées à Pompéi actuellement, donc toujours dans la continuité du grand projet Pompéi, donc, qui avait pour objet donc, la sauvegarde du site lancé en 2015, donc mené par le parc archéologique de Pompéi, donc, qui porte donc, actuellement, pour en donner un exemple très récent, il y a la fouille à la fois d'une maison et d'une boulangerie dans le secteur central de Pompéi, où là aussi on peut découvrir d'ailleurs une maison en plein chantier. Ils ont retrouvé dans une portion de la maison des tuiles parfaitement rangées pour être mises en place. On croirait que c'est les archéologues qui les ont ainsi laissées, mais non, en fait, elles ont été disposées par les maçons peu avant l'éruption. On a aussi des portions de murs qui n'avaient pas encore reçu leur enduit, donc on a vraiment un instantané là aussi du chantier. Et par ailleurs, on a aussi, en plus de ces fouilles qui sont menées par le parc et de programmes scientifiques, on a aussi des équipes étrangères qui collaborent et qui interviennent sur le site, alors dans des configurations très différentes. Disons qu'une des premières étapes, ça avait été surtout lorsqu'il y a eu, à partir des années 2000, différents programmes de recherche d'envergure menés à Pompéi à l'échelle internationale. Ce qui avait d'abord intéressé les équipes, c'était plutôt la phase archaïque de Pompéi. Comment était née la ville, comment se développait un premier habitat. Donc principalement les phases qui remontent au plus haut au 6e siècle avant Jésus-Christ et 4e siècle. Maintenant, les équipes interviennent sur différentes particularités en fonction, là aussi, d'échanges avec le parc archéologique de Pompéi. Et c'est vraiment toujours une collaboration qui doit se construire avec les équipes sur place. Par exemple, pour donner l'exemple de la villa de Diomède, c'est un projet international qui a été construit en étroite collaboration avec la direction de Pompéi, qui a impliqué, alors nous n'avons pas fouillé, c'était une des particularités de ce projet, c'était simplement une étude des élévations en place
et un travail sur les archives mené auprès du musée de Naples, mais il a fallu travailler en étroite collaboration pour connaître déjà les conditions de notre action. On a réalisé, pour ne pas intervenir sur le sous-sol, des prospections géophysiques qui ont été réalisées par 2 équipes italiennes, l'université de Salerne et l'université de Padoue, donc collaboration sur place avec des scientifiques impliqués dans différentes institutions hors du périmètre de Pompéi. Et puis une autre collaboration qui a été construite, c'est que, et je finirai peut-être sur cette question-là, la Villa Diomède était fermée depuis plusieurs années pour des questions de sécurité. Vous l'aurez sûrement compris, un des premiers bâtiments découverts à Pompéi, donc qui pose aussi des problèmes de conservation, de consolidation des structures, en particulier des voûtes. Donc elle a été fermée au public. Et à partir au moment où on a lancé ce projet scientifique, en parallèle, le parc archéologique a mis en place un projet de restauration pour que le bâtiment puisse de nouveau réouvrir au public. Et nous avons donc collaboré pour le suivi des restaurations en cours qui ont pris fin à la fin de l'année 2022. Et aujourd'hui, on peut de nouveau visiter la villa de Diomède à l'issue de ce grand programme de restructuration et de mise en sécurité du bâtiment et de présentation aussi des décors qui ont été consolidés et restaurés à cette occasion. Donc je finirai sur cet aspect en disant que Pompéi, alors bien sûr, c'est redécouvrir une ville antique, mais c'est aussi, pour moi, archéologue, cette aventure humaine de collaborer. Donc pour donner un exemple, dans la Villa Diomède, on a été jusqu'à 30 personnes, donc à la fois des étudiants et des chercheurs, pour travailler sur le bâtiment au moment du programme scientifique. Et voilà, je voudrais dire finalement qu'un archéologue, il n'est jamais seul dans un bâtiment, encore moins à Pompéi, et essayer de restituer l'histoire des fouilles de Pompéi, comme j'ai essayé de le montrer, c'est une histoire exceptionnelle dans l'histoire de l'archéologie européenne. C'est aussi restituer cette aventure humaine des personnes qui travaillent encore aujourd'hui à Pompéi et avec qui on est forcément en interaction. Et je voudrais finir sur ce point. En fait, il y a toujours un espace archéologique où les efforts s'unissent entre les personnes qui travaillent au quotidien à Pompéi et ceux qui viennent plus ponctuellement en support de recherche.